Pour qu'on puisse commencer ce dernier temps de travail, j'invite donc à la table Chantal Bruno, qui est secrétaire générale du Haut Conseil à la vie associative, Yannick Blanc, qui est en fait président de la Fonda, mais également haut commissaire à l'engagement civique, Emmanuel Porte, qui est chargé d'études et de recherche à l'INGEP. J'invite à me rejoindre en fait la personne qui était sur l'atelier jeune de ce matin. Bon, alors je commence sur les constats en espérant que je vais m'y retrouver dans mes gribouillis. Alors d'abord, dans l'atelier sur l'engagement des jeunes, qui était en fait plus, on va dire, une table ronde participative, il y a eu un accord sur un agacement partagé face aux représentations de l'engagement des jeunes. Et on s'est dit qu'il fallait éviter les jugements de valeur sur les types d'engagement, éviter la stigmatisation de l'engagement des jeunes et reconnaître les diversités de l'engagement. Et que pour les jeunes, notamment les jeunes étudiants, plutôt que de parler, mais les jeunes en général, plutôt que de parler d'engagement post-it, on pouvait parler de l'intensité de leur investissement, de leur quête de sens, de leur recherche d'épanouissement et du plaisir. Mais en fait, on s'est dit que ça concernait tout autant les adultes. L'engagement des jeunes vient souvent d'un constat de manque sur un territoire, d'une passion ou d'une colère. Alors là aussi, est-ce que c'est à part ou est-ce que c'est partagé avec les adultes ? Et ensuite, on a noté une expérience intéressante d'association de 8 établissements scolaires à Marseille, à la mise en œuvre d'actions bénévoles chez des jeunes en classe pro et du changement de regard que ça avait opéré chez ces jeunes et de la confiance que ça leur avait donné. Le mot confiance est quelque chose qui est revenu très souvent dans l'accompagnement de jeunes qui souhaitaient s'engager. Donc voilà pour les constats qui ont été faits sur notre atelier. Et puis il y a une question qu'il fallait ressortir, à laquelle on n'avait pas apporté ou trouvé de réponse, qui restait un peu en suspens. Donc on a formulé une question qui reste un peu en suspens ensemble. La question est la suivante. Quand et comment des administrateurs en place dans une association vont-ils accepter, accueillir la parole et les initiatives dérangeantes, bouleversantes de jeunes administrateurs dans un conseil d'administration? Voilà. On a évoqué plusieurs pistes, plusieurs leviers, mais cette réponse n'a pas trouvé en tant que telle une réponse, bien que souvent soulevée sur ces questions de renouvellement de gouvernance. Nous, on pointait un petit peu parfois des associations ce matin témoignaient du plaisir, du dynamisme qu'apportaient des jeunes dans les CA, mais par contre, dès que des initiatives étaient proposées, on sentait beaucoup de freins qui se levaient. Et du coup, voilà, la question en suspens, c'est comment on peut lever ces freins sur des initiatives de jeunes dans les conseils d'administration plus formels. Voilà, Renaud. Merci pour cette question. Je ne sais pas trop lequel d'entre vous veut commencer. Peut-être Emmanuel Porte ? Oui, alors merci. Donc effectivement, peut-être dire un mot de ce qu'est l'INGEP, puisque peut-être tout le monde ne connaît pas, c'est l'Institut national de la jeunesse et de l'éducation populaire. Donc on est un service à compétence nationale rattaché au ministère de la jeunesse, et on produit des études et des recherches sur la situation des jeunes et de l'éducation populaire, entre autres, en France et pas seulement. Alors pour rebondir sur la question, moi je prendrais bien l'exemple d'une étude qu'on a faite en direction de l'engagement des jeunes adolescents et de dispositifs du type de ceux du réseau national des juniors associations, par exemple, qu'un certain nombre d'entre vous doivent connaître, en regardant un petit peu quelles étaient les modalités d'organisation des jeunes qui se saisissaient de ce dispositif. Et en fait, on est très surpris de voir que la plupart du temps, dans un très très un nombre important de cas,
il n'y a pas vraiment une modalité d'organisation qui se met en place qui ressemblerait à la forme associative. Si on n'incite pas les jeunes à s'organiser comme une association au sens un peu classique du terme, avec un président, un trésorier, un secrétaire général éventuellement, les jeunes ne s'organisent pas du tout comme ça. Et la question qui se pose immédiatement de leur organisation comme ça, parce qu'à un moment donné, cette question vient toujours, c'est quand vient la question des financements. Dès qu'il faut financer l'initiative sur laquelle il se lance, quelle qu'elle soit, on commence à rentrer dans une logique de conformation à une demande de critères administratifs. Il faut remplir un certain nombre de critères qui les obligent à se déterminer des places, des hiérarchies, des jeux d'équilibre entre eux. Et ça, par exemple, c'est une bonne manière, au début d'une trajectoire d'engagement comme ça pour ces adolescents, c'est une bonne manière de se confronter à l'éventuelle modernisation possible de la forme associative pour accueillir des engagements peut-être plus horizontaux, plus collectifs, dont on a par ailleurs parlé quand on a discuté aujourd'hui du numérique, mais qu'on peut voir aussi dans un certain nombre d'associations organisées autour des questions écologiques. On a un certain nombre de gens qui souhaitent réaffirmer le caractère pluriel des possibilités d'organisation des associations. Et c'est peut-être une des modalités pour que les vies démocratiques de ces associations soient revitalisées avec une place pour les jeunes. Donc ça peut passer par des CA, mais peut-être pas que. Enfin, en tout cas, c'est une option qui s'ouvre. Si je peux rebondir dessus, ça veut dire finalement réinterroger quand même la gouvernance, parce que est-ce que c'est pas l'association par elle-même, dans ce que j'entends, qui est remise en question. Par contre, c'est la forme de gouvernance. L'association, enfin, c'est ce qu'on avait précisé ce matin, étant une loi de liberté au départ, mais qui n'impose pas des formes pyramidales de gouvernance. C'est un peu ça dans les propos. Oui, c'est ça, mais du coup, ce que je veux dire, c'est que ce qui est sûr, c'est que la forme associative garde de l'attractivité, que l'engagement est un fait, comme on l'a dit ce matin, très largement partagé chez les jeunes, chez les moins jeunes, et qui est à mon avis aussi un fait anthropologique. On a parlé du don ce matin, qui est quelque chose de très fort. Après, la question de la manière dont les associations elles-mêmes organisent cette gouvernance interne et comment elles la font évoluer, c'est l'enjeu contemporain, effectivement. Yannick Blanc. Deux choses. D'abord, pour rebondir sur cette idée de changement du regard et de confiance à accorder aux jeunes, l'expérience du service civique plaide totalement dans ce sens-là. Le service civique change les regards de la société sur la jeunesse et de la jeunesse sur la société. C'est vraiment un levier de changement social fort. Ça transforme les gens, ça transforme les jeunes le disent. Quand ils terminent leur mission, tous les jeunes volontaires le disent. Ça m'a changé. Ils le vivent comme ça, ils le vivent positivement comme ça. Et puis les organismes d'accueil, vous savez, classiquement, notamment quand on a un peu imposé à des organismes publics d'accueillir des jeunes volontaires, ils ont commencé en râlant, en disant ça de plus dans mon cahier des charges, encadrer des jeunes, ils vont pas arriver à l'heure, ils vont pas savoir se comporter, etc. Et puis, à la fin, c'est à la fin de la première mission de jeunes volontaires, les mêmes disent « Bon, quand est-ce qu'arrive le suivant ?» C'est-à-dire que le changement de regard s'est fait, la présence des jeunes dans la structure, quelle qu'en soit la nature, a vraiment apporté quelque chose de plus. Donc il faut faire levier, n'hésitez pas à faire levier du service civique pour faire évoluer les pratiques, l'état d'esprit, les habitudes, les méthodes dans vos organisations, dans vos associations. C'est un ferment de changement, le service civique, ça apporte quelque chose, ça permet de développer des projets, c'est un ferment de changement. Dans ce cadre-là, je suis en train de développer le service civique d'initiative, c'est-à-dire toutes les démarches, et il en existe déjà plusieurs expériences, que ce soit à Unicité, à l'UFCV, dans une association qui s'appelle Osons ici et maintenant, il y a déjà plusieurs associations qui ont testé des méthodes d'animation de démarches de jeunes
animation qui consiste à partir de leur colère, de leur révolte, de leurs rêves, de tout ce que vous avez pu évoquer, et les faire travailler pour les amener vers le projet. Et ce que je propose, moi, à ces structures-là, mais Unicité le fait déjà, c'est-à-dire quand des jeunes ont construit un projet, eh bien, s'il y a une structure qui peut accueillir ce projet, nous, on dit banco pour un service civique pour qu'ils accomplissent leur projet. Donc j'entends développer massivement cette démarche parce que l'expérience montre qu'elle est extrêmement efficace, y compris avec des jeunes qui sont des jeunes en très grande difficulté. On a une expérience qui est en cours en Gironde, le conseil départemental finance l'accompagnement de ces jeunes. C'est des jeunes qui n'ont même pas été pris dans la garantie jeune. Ils étaient vraiment complètement en dehors des radars. Bon, alors déjà, il faut les détecter, aller les chercher, etc. Ça se passe en milieu rural. Et moi, je suis allé voir ces jeunes qui sont des décrocheurs absolus. J'ai rencontré une jeune fille gothique qui avait passé 4 ans sur son canapé devant sa télé. Quoi. Je veux dire, c'est des jeunes totalement... Bon, en 3 mois, voilà, il y a une relation de confiance qui s'établit et un cercle vertueux. Donc, c'est un levier que vous ne devez pas négliger. Au-delà même de l'objectif du service civique, ça peut avoir des effets de transformation sur les structures associatives, quelles qu'elles soient. Sur la question de la gouvernance, alors c'est un petit témoignage, c'est celui de la Fonda. Quand je suis arrivé à la Fonda, le conseil d'administration, la moyenne d'âge était au-delà de 70 ans. Et donc, ce sont les dirigeants de la Fonda qui m'ont demandé de prendre la présidence pour rajeunir. Donc, entre-temps, moi, j'ai eu 60 ans. Donc, ce n'est pas un rajeunissement radical. Mais quand même, c'était déjà un changement de génération. Et à ce moment-là, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai fait rentrer au conseil d'administration des jeunes, des moins de 30 ans. Bon, la Fonda, c'est la Fonda. C'est des moins de 30 ans, des très jeunes. Et j'ai proposé à tous les administrateurs d'être invités permanents. Donc on a fait le renouvellement sans virer les vieux. Ils viennent toujours. On est 5 ans après, ils viennent toujours. Et on a eu des déconvenus, c'est-à-dire que les jeunes entre 20 et 30 ans, ils sont dans des moments de grande mobilité familiale, professionnelle, et donc il y a eu une évaporation et un turnover terrible. Donc il faut assumer ça. C'est-à-dire que quand vous allez rajeunir vos structures de gouvernance, eh ben, vous allez être confronté à ce phénomène-là. Il faut l'accepter. Il faut entretenir, je dirais, une disposition d'accueil. Et puis, dans le temps, vous voyez progressivement des jeunes dirigeants qui s'affirment, qui se dégagent de cette expérience. Ça vous oblige à fonctionner autrement. C'est un facteur d'ouverture. Mais je pense qu'il faut, il faut non seulement accueillir des jeunes et écouter leurs paroles, bien sûr, il faut savoir leur laisser la place. Mais leur laisser la place, ce n'est pas forcément rentrer chez soi. Parce que, quel que soit le niveau de l'association, quel que soit son objet, la relation intergénérationnelle, c'est gagnant à tous les coups. À la Fonda, on a essayé systématiquement sur chaque projet d'avoir des équipes projets où il y avait des anciens et des jeunes, et tout le monde en retirait énormément de bénéfices. Donc il faut jouer cette carte-là, je crois, de manière très volontariste. Chantal Bruno. Oui, merci. 2 mots d'abord effectivement sur ce qu'est le Haut Conseil à la vie associative. C'est une instance de consultation placée auprès du Premier ministre qui a pris la suite, pour faire très vite ceux qui savent, qui connaissent, du Conseil national de la vie associative, avec une différence fondamentale. Le Conseil national était composé de représentants d'associations. Le Haut Conseil est composé d'experts. Donc personne au Haut Conseil ne représente son association. Il est expert de tel ou tel domaine. Donc ça, c'est j'allais dire, la composition. Du coup, c'est une instance assez ramassée, comme on dit, puisqu'il y a 30 personnes. Tout le monde est bénévole, là aussi. C'est une instance donc, qui produit des avis, soit en autosaisine, soit en saisine des ministres, et qui est obligatoirement saisie, ça c'est aussi une nouveauté, de tous les textes législatifs ou réglementaires qui concernent le monde associatif dans son ensemble. C'est-à-dire que s'il s'agit d'un texte qui est sur un secteur précis, le Haut Conseil n'est pas obligatoirement saisi. Mais si ça concerne l'ensemble du monde associatif, on en parlera peut-être plus tard des textes, mais en tout cas, pour reprendre des exemples, sur le congé d'engagement, sur le compte engagement citoyen, le Haut Conseil a été saisi. Vous pouvez consulter les avis du Haut Conseil sur le site association.gouv.fr où il y a une rubrique HCVA. Voilà, bon, si vous voulez d'autres précisions, je suis à votre disposition à la fin. Sur la question là, qui nous est posée, qui nous occupe, je dirais trois
3 mots. D'abord, la question de dire quand et comment des administrateurs en place vont-ils accueillir. Je veux dire, on n'a pas la réponse, bien sûr, puisque ce sont les associations. Je pense qu'il faut que les associations prennent cette responsabilité. En tout cas, il faut qu'elles se laissent bousculer. Je pense que ça, c'est un mot important, que les associations se laissent bousculer. On voit aussi que ce qui se passe, pas uniquement dans le monde associatif, dans le monde politique précisément, sur la durée de mandat très long, etc. Ça aussi, c'est quelque chose sur lequel il faut qu'ils se réfléchissent. Donc du coup, ça revient sur ces questions de gouvernance. Des présidents qui sont là depuis des décennies et des décennies. Est-ce normal? Est-ce sain? Je ne pose pas de jugement, je pose juste une question. Après, l'autre question, c'est effectivement la responsabilité de l'accueil. Comment on accueille ces jeunes? J'étais dans l'atelier tout à l'heure où on était plus sur des personnes différentes, je dirais, mais ça revient à la même question sur comment on accueille. Et puis, troisième point, et ça rejoint ce que vient de dire Yannick Blanc, sur la transmission. Je pense que ça, c'est important aussi, dans le monde associatif comme ailleurs. Il ne doit pas y avoir de rupture, mais au contraire, effectivement, c'est aussi, je dirais, le rôle d'aînés de transmettre à des plus jeunes, au lieu de garder pour soi, de transmettre. Je pense que ça, c'est un point important aussi. D'accord, donc effectivement, utiliser finalement le levier, je dirais effectivement du service civique pour changer le regard, hein, voilà, mais qui pose aussi des questions liées là aussi à l'accueil dans l'association. Enfin, c'est quand même lié effectivement à comment on va accueillir les services civiques, comment on va accueillir des bénévoles, comment dans l'association. Réfléchir sur les gouvernances, peut-être aussi adapter aussi à d'autres formes. Et puis la question évoquée effectivement, qui était la question de la transmission finalement des éléments de l'association, hein, aux plus jeunes, et comme à un moment donné effectivement il y a ce lien intergénérationnel au sein même de l'association. J'appelle peut-être le deuxième intervenant sur la question de la gouvernance, puisqu'on parlait de gouvernance. Donc je ne sais pas trop qui était sur cette thématique. L'évolution des gouvernances et organisations associatives pour intégrer les nouvelles formes d'engagement. Donc je vais essayer de faire un petit point donc, sur l'atelier qu'on a eu ce matin. Alors on avait 3 interventions qui étaient très intéressantes, hein, qui traitaient l'une sur la doocratie, la deuxième qui était plutôt sur la constitution d'un tiers-lieu et la manière de fonctionner en fait sans formalisation via des réunions bimensuelles, et la troisième qui portait plutôt en fait sur un fonctionnement collégial avec plusieurs assemblées, associations collégiales en son sein. Donc c'était nos 3 interventions. Il y a eu de nombreux échanges avec la salle, et je vais essayer de vous faire une restitution en fait dans un premier temps des différents points de tension, points de débat que ça a pu entraîner entre intervenants et participants. Alors le premier sujet qui a été mis en avant, c'était la question de l'ubérisation de l'engagement des bénévoles. C'est-à-dire finalement cette tension entre des volontés de favoriser des engagements dits ponctuels et d'un autre côté une volonté d'être sur de l'engagement de long terme, d'avoir un continuum d'engagement. Et donc on avait là notre premier point de tension. Notre deuxième point de tension, c'était la question de la distance dans les sociabilités. On avait d'un côté un intervenant qui disait qu'il était possible de construire du collectif à distance, de faire du commun et avoir un projet politique à distance. Et des questions avaient été soulevées justement sur finalement, est-ce qu'il ne faut pas, est-ce qu'il n'est pas nécessaire de construire tout de même de la sociabilité pour porter un projet politique. On avait un troisième point de débat qui était sur la question de la loi de 1901 et de la forme collectif informel, c'est-à-dire finalement, qu'est-ce que ça apporte d'être dans un collectif informel plutôt que dans une association de loi de 1901. Alors une hypothèse qui avait été mise en avant, c'était que ça n'avait pas d'impact finalement de choisir le versant statutaire plutôt que le collectif informel à partir du moment où on arrivait à construire du collectif. Notre quatrième point qui avait été soulevé, c'était la question de la personnalisation de l'association. Est-ce qu'il faut mettre un visage, un porte-parole pour les partenaires publics au sein de l'association, ou est-ce qu'au contraire il faut rendre cette figure interchangeable au sein de l'association ?
Qu'est-ce que ça change en termes d'engagement de ces dites personnes? On avait notre 5e point qui était la question de la formalisation. Est-ce qu'on doit réglementer plus qu'il ne faut dans les associations, la participation aux associations et du coup figer un petit peu l'ouverture à différents types de publics qui ne se sentiraient pas légitimes à participer si les règles sont trop contraignantes. Donc on avait cette question de la formalisation. On avait notre 6e point qui était la question de la prise de décision. Qui prend les décisions, de quelle manière, comment on répartit la prise de décision et sa légitimité en son sein. Et puis on avait donc une proposition des associations qui disaient mais nous, de toute façon, c'est très simple, on a décidé de dire qu'il n'y a pas de pouvoir, il n'y a pas de prise de pouvoir possible. Et la question qui s'était posée, de savoir, c'est finalement, est-ce que c'est pas une négation, puisque on sait que dans toute structure humaine se créent des formes de pouvoir, tout du moins de leadership. Donc du coup, comment on gère ça? Donc c'était un 6e point de débat. 7e point de débat, c'était la question du salariat et du bénévolat. Comment aujourd'hui on admet une prise de décision des salariés, les liens avec le bénévolat, comment on articule finalement une prise de décision mixte. Et puis enfin, un dernier point, la question de l'efficacité. On avait des associations qui nous avaient qui nous avait simplement dit qu'il montait énormément de projets, mais qu'il y avait toute une déperdition de projets dans ce qu'il montait, puisqu'en fait, c'était des lieux d'expérimentation et que du coup, effectivement, c'était pas ce qu'il y avait de plus efficace, mais du coup, ça c'était notre 8e point. Alors, on avait une proposition que j'avais retenue et qui me semblait intéressante. On avait un de nos intervenants qui avait proposé de prendre exemple dans l'organisation associative sur la structuration des mouvements sociaux tels que Nuit debout pour permettre la communication entre des personnes de tout horizon. Donc ça, c'était une proposition de manière succincte. Un enseignement, enfin plusieurs enseignements que j'aimerais ici vous partager. Le premier enseignement donc, qui nous avait été donné par notre intervenant de chez Framasoft, c'est qu'on ne se fédère plus sur un principe d'unicité, d'homogénéité entre associations, mais sur un point qui fait commun. Et ce que je trouve intéressant, c'est que finalement, on retrouve ici ce qui se passe en termes d'engagement individuel. C'est qu'aujourd'hui, on n'a plus une unicité dans l'engagement, ce qui avait été rappelé ce matin. En tout cas, on l'a moins, même si d'autres formes coexistent toujours. Mais on s'engage sur un seul point qui fait commun. Et en fait, là, ici, les associations, les structures auraient ce même comportement. Un rappel et qui avait aussi suscité pas mal d'interrogations, c'est que la dimension collégiale dans une gouvernance associative rentre bien dans la loi de 1901, puisque le conseil d'administration, le bureau, ce ne sont que des usages qui ont été largement d'ailleurs favorisés par des prescriptions parfois institutionnelles, telles que le font encore certaines préfectures, mais la dimension collégiale ne pose pas le problème, elle est bien d'un point de vue juridique accessible dans la loi de 1901. On avait un autre enseignement, donc cette fois de notre tiers-lieu qui s'appelle le Synapse, qu'il est possible de mettre en place des gouvernances ad hoc, des gouvernances par projet, façon tableau blanc, c'est-à-dire qu'en fait, on adapte la gouvernance de l'association en fonction du projet et de l'action qui est menée, en adaptant à chaque fois le fonctionnement démocratique de la structure. Et puis, dernier point, et il me restera encore une citation... Oui. Dernier enseignement qui me semblait intéressant d'un des participants de la salle qui nous disait qu'en fait les conditions nécessaires à l'émergence de nouvelles formes de gouvernance dans les associations, donc nous avait donné 4 points cardinaux qui étaient d'ailleurs très beaux, qui étaient bienveillance, respect, curiosité et solidarité pour permettre l'émergence de nouvelles formes de gouvernance. Et je finis par une petite citation toujours donc de notre intervenant de Framasoft qui nous disait à propos de ses adhérents qui pouvaient et qui ont l'autorisation au sein du collectif de parler de Framasoft, je préfère qu'ils disent des conneries plutôt qu'ils ne disent rien. Voilà, et je finirai là-dessus. Merci. Bon, alors on va essayer de plutôt dire des choses intéressantes que des conneries, parce que bon, mais on va pas se taire. Plein de questions du coup. Enfin, il n'y a pas eu une question finale, mais en tout cas, on sent bien qu'il y a eu beaucoup d'interrogations. Je suis pas sûr qu'on va pouvoir répondre à toutes. C'est vrai que ça touche. Moi, j'ai eu le sentiment que c'était
le rapport en fait entre l'individu et le groupe. C'est-à-dire, on a parlé d'ubérisation, on a parlé aussi de on se fédère sur un point commun, comme dans l'engagement individuel, hein, c'est ce qui a été rapporté. Des réactions par rapport à ça, par rapport à ce constat, l'un, l'autre. Parce que du coup, c'est le groupe et puis l'individu. Alors l'individu peut-être sur le service civique. Non, mais enfin, oui, l'enjeu de l'engagement est toujours la relation de l'individu au collectif. Par où qu'on le prenne, c'est là que ça se joue. En ce qui concerne la gouvernance, alors évidemment le RNMA est un vaisseau amiral de la gouvernance collégiale, donc je ne suis pas ici pour la critiquer, mais il me semble qu'il y a pas mal de situations, de circonstances où le fait qu'il y ait un visage et un nom qui, pendant un moment donné, portent le discours de l'association, ça peut être utile. C'est comme ça que j'ai vécu ma présidence à la Fonda, parce que être dirigeant, c'est un engagement. Et que pour que cet engagement, il faut que cet engagement il soit incarné. Il y a des types de structures où ça peut être nécessaire de mettre l'accent sur la collégialité, parce que c'est des structures de coordination où il faut éviter les phénomènes de pouvoir. Mais dans notre structure à nous, on porte de la conviction, on porte de l'audace intellectuelle, on porte une vision des choses, et il y a un moment donné où il faut incarner cette parole. Donc je pense qu'il y a des situations associatives où le fait qu'un visage et un nom s'engagent pour porter ça peut être utile pour l'efficacité du projet associatif, y compris pour être un interlocuteur auprès de partenaires, de parties prenantes. À condition, évidemment, parce que ça a été dit aussi, que ça ne s'installe pas dans la durée. Donc moi, je suis président de la Fonda depuis 5 ans. L'année prochaine, je cède ma place à un autre président. Il a été présenté à l'Assemblée générale cette année et il sera élu, si tout se passe bien, et si cette transition réussit, il sera élu président l'année prochaine. Je crois que quand on est une association structurée, quand on est dans ce débat sur collectif informel, projet, etc., je pense que l'essentiel est d'être très attentif, très minutieux à l'articulation entre la gouvernance statutaire et la gouvernance par projet. On a besoin d'une gouvernance statutaire, soit pour des raisons de fonctionnement, pour rassurer les financeurs, pour gérer tout un tas de contraintes, mais aussi parce que la gouvernance statutaire peut être une gouvernance de garantie. Un conseil d'administration peut très bien fonctionner comme une sorte de conseil de surveillance. Ce n'est pas en son sein qu'on va délibérer les décisions, mais il va les ratifier, les vérifier, il va assurer la continuité et le respect des valeurs fondatrices de l'association. Et à côté de ça, il faut être, moi en tout cas j'y tiens beaucoup, il faut donner un vrai pouvoir à la gouvernance par projet. À la Fonda, on a maintenant, pour chaque numéro de la Tribune Fonda, notre revue trimestrielle, il y a un comité éditorial qui se constitue avec les gens qui sont intéressés par le thème du numéro. Et c'est eux qui font le numéro. Ce n'est pas les instances, c'est ni le bureau, ni le président, ni le conseil d'administration de la Fonda qui régulent les sommaires du numéro. C'est gouvernance par projet. Et c'est l'équipe qui a monté le projet, qui pilote. Et même chose sur les groupes de travail, les études. Chaque fois, il y a une gouvernance qui s'installe. Je pense que le niveau de généralité de notre réflexion ici peut conduire à cette idée qu'il faut soigner la gouvernance par projet. Il ne faut pas être dans le laisser-faire, laisser-aller. Un comité de pilotage, un comité technique, la façon dont on rend compte, la fréquence des réunions, l'animation des réunions. Il y a des savoir-faire, il y a des techniques, ça ne doit pas être fait de manière négligente, la gouvernance par projet, parce qu'en réalité, dans beaucoup d'activités associatives, la réalité du pouvoir est là. C'est là que se décide l'action, c'est là que se structure, c'est là que s'accueillent les bénévoles, c'est là que la vitalité de l'association se joue. C'est dans le pilotage des projets, c'est pour ça que les gens viennent. Donc dans une association, vous allez avoir une gouvernance statutaire qui va avoir l'air d'être le lieu du pouvoir, mais qui devra avoir pour vocation de ne pas exercer le pouvoir, d'être en position de garantie, de continuité, de fluidité, tout ce que vous voulez, mais qui devra laisser la main à la gouvernance par projet, à condition évidemment de ne pas faire ça n'importe comment. Le modèle Nuit debout, il est passionnant parce qu'il est un modèle de délibération collective
en réalité de délibération sur une utopie, un projet de pensée collective, mais il ne structure pas de l'action dans la durée. Il est un moment de condensation, de cristallisation, de mobilisation, tout ce que vous voulez, mais c'est un moment. Si on a un projet, une stratégie et qu'on veut vivre dans la durée, il faut se structurer. Et pour se structurer, il faut et de la gouvernance juridique et de la gouvernance par projet. Oui, sur tout ça, je pense que les situations sont différentes selon que l'association elle est nationale ou pas, selon qu'elle est sur de la réflexion ou sur de l'action de terrain. Et je pense qu'il n'y a pas un modèle, mais des modèles. Et c'est justement ça qui fait la richesse du monde associatif et du fait que rien n'est inscrit dans la loi, et c'est tant mieux. Je dis bien c'est tant mieux parce qu'il y a toujours des gens qui disent « Ah, mais ça, c'est pas écrit dans la loi, et pourquoi et comment ?» Moi, j'ai eu souvent des gens qui me disaient quelle question, mais que dit la loi? La loi ne dit rien. Votre loi, ce sont vos statuts. Et c'est ça qui est très important. Et donc, c'est ça qu'il faut effectivement que les associations soignent, et leurs statuts en fonction de ce qu'elles ont à faire, de leur projet. C'est pas copier les statuts en disant il y a un président, un trésorier ou je sais pas quoi. C'est vraiment quel est notre projet et quelle est la meilleure organisation adaptée à ces statuts. Là aussi, ce qui est important, c'est que les bénévoles se sentent partie prenante. Ils ne sont pas seulement utiles pour ranger les tables et les chaises. Ils sont là aussi pour construire le projet avec tous, quoi, et pas uniquement, quelques-uns parce qu'ils ont été élus et des autres parce qu'ils ne le sont pas. Il y a aussi, mais je ne veux pas entrer là-dedans, la relation entre les bénévoles et les salariés. Je pense que ça, c'est aussi une dimension qui est très importante et qui doit être travaillée, donc peut-être avec des outils, des formes d'organisation qui font que chacun doit être à sa place, mais que chacun a sa place. Et puis, dernier élément, je pense, qui est celui aussi qui est la sanction, entre guillemets, c'est la fidélité des bénévoles. Si les associations ont du mal à avoir des bénévoles, si les bénévoles s'en vont, c'est peut-être qu'il y a une question. Donc, le problème premier, c'est comment on fidélise les bénévoles, comment on les intéresse et comment, parce qu'ils sentent qu'ils sont utiles, parce que leur volonté d'engagement s'est vraiment traduite dans l'action qu'ils mènent dans l'association. Je pense que c'est ça la réponse, il n'y a pas de modèle unique. Oui, alors moi sur cette question, j'ai effectivement aussi participé à cet atelier. On a parlé comme l'a bien montré Mathilde, de choses extrêmement variées, mais ce qui m'a sauté aux yeux, c'est le fait qu'on a parlé de différents types de gouvernance. En fait, on a parlé de gouvernance d'associations en tant que telles. Les gens qui étaient là représentaient des associations et nous parlaient de la gouvernance de leur association. Mais d'une certaine manière, ils nous parlaient aussi des réseaux dans lesquels ils sont insérés, et ils nous parlaient aussi éventuellement, surtout sur le côté numérique, logiciel libre et commun, d'une communauté. Et la problématique que pose la pensée, les expérimentations à la fois pratiques et réflexives autour des communs, me semble être intéressante pour le monde associatif dans son ensemble, parce qu'elle interroge cette dynamique interroge la manière de penser ensemble à la fois un objet qui fait groupe, autour duquel on fait groupe, qui peut être aussi bien un bien qu'un service qu'une communauté décide de protéger et de gérer ensemble, mais pose aussi la question des modalités de gouvernance collective de cet objet. C'était le cas là des logiciels libres, mais on en a aussi tout un tas dans le domaine écologique. Et ce qui est intéressant, c'est que ces objets d'expérimentation pratique et réflexifs-là dépassent parfois les frontières nationales. Et l'intervention de Framasoft nous a bien montré, c'est à la fois en termes d'adhérents une petite association, mais qui est présente dans plusieurs pays, dans plusieurs territoires en France, et qui se pose une question qui est celle du logiciel libre, qui est une question par nature internationale, et donc qui pose au statut associatif et aux modalités potentielles de gouvernance d'une association telle qu'elle est structurée en France, sa connexion avec d'autres
collectifs qui participent de ce même mouvement et qui sont situés dans des espaces politiques et sociaux dans lesquels la modalité d'organisation principale n'est pas forcément l'association loi 1901 telle qu'on la connaît en France. Et ça, je trouve que c'est un aspect intéressant duquel on peut s'emparer quand on essaye de penser l'animation d'un réseau à la fois de citoyens engagés dans des associations et d'associations elles-mêmes. Voilà. Peut-être pour réagir juste sur cet aspect-là, il y aura d'autres sur lesquels... D'accord, oui, ça fait penser aussi, parce que là, il y a beaucoup de choses, je trouve, très riches, mais moi, ça me fait réagir par rapport à nos maisons des associations. Et du coup, j'entends par là des questions liées aussi à la posture, nos postures, c'est-à-dire comment on va accompagner, comment on va sensibiliser aussi les associations sur le fait qu'il n'y a pas un seul modèle, mais qu'il y en a plusieurs, qu'il peut y avoir plusieurs modèles de gouvernance, qu'aujourd'hui, effectivement, on peut s'engager aussi sur d'autres formes que celles qui peuvent exister. Voilà. Et donc, ça me fait réagir par rapport à ça, c'est de se dire, est-ce qu'aujourd'hui, nous avons les bons outils, si on a un certain nombre d'outils qui existent pour aborder ces questions-là, ces questions de la gouvernance, mais est-ce que finalement on regarde, pour reprendre ce que disait ce matin Lionel Proutot, avec les bonnes lunettes, quoi. C'est un peu ça aussi, quoi. Donc ça, c'est point de vue par rapport aux maisons des associations. C'est-à-dire nous, sur un territoire, sur effectivement notre rôle, on va dire, d'accompagnement effectivement des bénévoles, tout au long de la vie de l'association. Est-ce qu'à un moment donné, peut-être on ne travaille pas avec eux assez, peut-être sur des questions de formation, en tout cas, mais aussi en utilisant des leviers qui peuvent exister. C'est une question que j'ouvre. Voilà. J'attends pas forcément de réponse, mais voilà, quoi. Donc c'est vraiment des questions, moi, qui me font réagir comme cela sur ce qui a pu être évoqué. Troisième atelier, c'était sur les questions des plateformes numériques et des nouvelles modalités d'engagement et les plateformes d'intermédiation en particulier. C'est Paul qui fait la restitution. Oui, du coup, alors cet atelier déjà en amont, c'est vrai qu'on l'avait préparé il y a de longs mois. On ne voyait pas très clair sur la différence entre toutes ces plateformes et ces chemins faisants aussi intéressants qu'on se rend compte que finalement, ce ne sont pas des plateformes concurrentes, mais complémentaires. Et c'est ressorti également de l'atelier. Donc ça, c'est un enseignement qu'on voulait vous livrer, c'est que dans la mesure où elles ciblent des manières de faire différentes, des fois de l'engagement ponctuel à plusieurs, des fois de l'engagement sur compétences, des fois de l'engagement en ciblant spécifiquement des étudiants. Donc voilà, cette diversité de plateformes, en fait, finalement, ce n'est pas juste un grand bazar, mais au contraire, en fait, c'est complémentaire. Et voilà. Et d'ailleurs, c'est intéressant de noter que les acteurs se connaissent et se reconnaissent entre eux, tous ces acteurs de l'intermédiation qui créent les plateformes. Voilà, donc l'enseignement qu'on a retiré de l'atelier. Et en revanche, sont restées deux questions en suspens. Une relative à la question un peu du modèle économique, puisque qui dit plateforme dit informatique, site web, tout ça. Donc il faut le créer, ça peut avoir un coût. Mais après aussi derrière, on l'a vu, il y a des gens qui travaillent à animer ces plateformes, à accompagner les assos qu'ils utilisent et ou à faire le lien avec d'autres services qui travaillent avec les associations. Voilà, donc derrière une plateforme, il faut quand même arriver à dimensionner ce que ça va occasionner comme travail. Et là-dessus, c'est resté un peu en suspens dans la mesure où c'est peut-être plus d'expérience qui permettra de rendre ça plus visible. Et la deuxième point un petit peu en suspens sur lequel on a un petit peu discuté, c'est l'articulation avec la réserve citoyenne. Et voilà, et puis notamment les acteurs existants avec les plateformes d'intermédiation en place. Des fois, alors c'est Stéphanie Andrieux qui nous livrait ça, se poser la question d'un jour quelque chose qui pourrait réorienter les gens vers la bonne plateforme. On s'est demandé est-ce que la réserve citoyenne permettra ça, est-ce qu'elle permettra autre chose.
Voilà, en tout cas, il y a du suspense sur celle-ci. Merci Paul. Donc effectivement, oui, voilà, c'est l'outil numérique, les plateformes au service de l'engagement. Des fois peut-être on le ressent aussi à l'inverse. Mais donc comment effectivement on s'empare de cet outil numérique dans le cadre de l'engagement bénévole. Et puis la question de la réserve citoyenne. L'utilisation de la réserve citoyenne, si je peux me permettre, Yannick Blanc. D'abord, ça ne s'appelle pas la réserve citoyenne, ça s'appelle la réserve civique. Ça s'appelle la réserve civique parce qu'il y a de la continuité avec le service civique. C'est les mêmes enjeux, c'est les missions, il y a de la continuité dans les hommes et dans les femmes, mais il y a de la continuité sur les enjeux et sur le fait que la réserve civique est un outil de coopération entre les pouvoirs publics et les citoyens. Le mot civique, c'est le propre du mot civique. L'engagement citoyen, il est l'expression de la liberté des citoyens. Chaque citoyen peut s'engager sur toutes les causes de son choix, qu'elles le touchent personnellement ou qu'elles soient des causes d'intérêt général. On peut s'engager pour sauver la planète, on peut s'engager pour le bien-être animal, on peut s'engager parce qu'on est porteur d'une maladie et qu'on veut se battre avec les autres porteurs de la même maladie pour faire évoluer les soins, pour se battre contre le prix des médicaments ou que sais-je encore. L'engagement civique, c'est un engagement qui porte sur la communauté nationale, sur les politiques publiques, sur le lien social. Il y a des enjeux spécifiques qui impliquent un lieu de coopération entre les pouvoirs publics, l'État, les collectivités locales et les associations. Le mot civique a cette signification particulière. Et la réserve civique est un outil qui est fait pour développer la démocratie contributive. La démocratie contributive, c'est la démocratie dans laquelle on ne va pas demander leur avis aux citoyens pour prendre une décision. Ça, c'est la démocratie participative. C'est la démocratie qui est fondée sur le pouvoir et l'envie d'agir des citoyens. Là où des citoyens décident d'être dans le faire, dans l'agir, on sait aujourd'hui que c'est probablement là que se joue la vitalité, l'évolution de notre démocratie. Et la réserve civique, elle est conçue pour être au service de cette transformation-là. Alors, quand le président de la République, l'ancien président de la République, a, en 2015, lancé le projet d'une réserve citoyenne, puisque lui l'avait appelé comme ça au début, il a suscité une très forte hostilité du monde associatif. J'ai assisté, moi, à l'époque, à une réunion au Conseil d'État, puisque le vice-président du Conseil d'État était chargé, avec le sélectionneur de l'équipe de France de handball, de rédiger le rapport sur la réserve citoyenne. Et j'ai assisté à une réunion au Conseil d'État, où c'était le Conseil d'État, donc vous voyez un peu l'ambiance, mais ils n'étaient pas habitués, quoi, hein. Ils se sont pris des volets de bois vert de la part d'un certain nombre de responsables associatifs sur le thème... l'État va être un prédateur de la ressource bénévole, et deux, l'État n'a rien à faire à se mêler de l'engagement bénévole, c'est la liberté associative. Le dialogue a commencé sur ce ton-là. Donc il a fallu après déminer, c'est un peu pour ça que je me suis retrouvé dans le dossier, parce que j'étais préfet et qu'en même temps, on savait que j'avais aussi une casquette associative et que j'étais capable d'établir des relations de confiance avec ces dirigeants associatifs. Pour surmonter cette méfiance-là, la réserve, elle est conçue comme un outil de coopération entre les associations et les pouvoirs publics. Donc il y a des instances de pilotage départementales où on retrouve les uns et les autres, où on décide ensemble. Et les premières missions de la réserve sont des missions qui sont proposées par les associations. Donc la réserve est un outil d'élargissement du vivier des bénévoles qu'on peut recruter pour les associations sur un certain type de mission. Je vais proposer au ministre de l'Éducation nationale que son projet Devoir fait s'appuie aussi sur des coopérations de ce type-là. La plateforme numérique qui porte ça, la plateforme de mise en relation des citoyens qui recherchent des missions bénévoles et des organismes qui leur proposent des missions, cette plateforme va être une plateforme ouverte. Elle est conçue comme ça. Elle va être une plateforme ouverte qui pourra très bien renvoyer vers des missions proposées par d'autres plateformes. C'est-à-dire que, exactement comme Pôle emploi a créé Emploi Store, c'est mon modèle, hein.
Pôle emploi a créé Emploi Store. Emploi Store, c'est une plateforme numérique sur laquelle le demandeur d'emploi il fait ses démarches avec Pôle emploi, mais il a accès via cette plateforme à Monster, à Au Bon Coin, à tous les outils numériques sur lesquels on peut trouver des offres d'emploi. Notre philosophie est la même. Il existe déjà une dizaine de plateformes numériques de mise en relation de bénévoles et d'associations. Elles ont leurs spécificités, elles rendent des services particuliers, ou bien elles sont liées à des collectivités territoriales. À Paris en particulier, notre plateforme, elle veut être au service des uns et des autres. Elle veut créer une visibilité collective sur cette idée d'engagement au service du bien commun et au service de causes qui font vivre les valeurs de la démocratie et de la République. Alors tout ça est en construction. On est en mode start-up. Hein, la réserve civique, c'est une équipe de 5 personnes pour l'instant. On est en mode start-up. On a monté la plateforme en mode start-up avec Johan Cassi-Vivier, qui est dans mon équipe, qui est un des fondateurs de Pro Bono Lab. Donc il a déjà une bonne expérience de ce type de choses. Et puis en 3 semaines, avec 3 développeurs, ils ont monté le début de la plateforme et ensuite on va la faire évoluer et l'enrichir dans l'interaction avec les autres. Elle est d'ores et déjà accessible sous l'adresse réserve-civique.beta.gouv.fr. Beta.gouv.fr est l'outil des startups d'État. Il y a un organe dans l'État qui s'appelle la Direction interministérielle du numérique et des systèmes d'information. Et au sein de cet outil, il y a une petite équipe qui fonctionne en mode startup. C'est avec eux qu'on a lancé notre affaire. Et donc, elle est ouverte. Vous pouvez aller voir comment ça fonctionne. C'est déjà pas mal. Et puis ensuite, on va développer les relations avec les autres. Et on va lancer des invitations très prochainement au grand réseau associatif pour leur expliquer comment tout ça fonctionne. Et puis, il y a une invitation qui va être lancée auprès des principaux acteurs de l'intermédiation, intermédiation du bénévolat et maître d'ouvrage de plateformes numériques existantes. Voilà la réponse la plus complète que je pouvais faire là-dessus. Dans ce domaine, on est tous en phase d'expérimentation et de tâtonnement. Il n'y a pas de doctrine, il n'y a pas d'expérience absolue. On sait collectivement que l'outil de mise en relation numérique fait partie de notre vie quotidienne dans ce domaine-là comme dans tous les autres. Je pense qu'il faut qu'on progresse les uns avec les autres pour y arriver. J'ai l'intime conviction que si on réussit la réserve civique comme on a réussi le service civique, on a entre les mains le levier d'une transformation profonde de la relation entre l'État et les citoyens. Et que ça peut contribuer, ces outils-là peuvent contribuer au renouveau du fonctionnement de la démocratie, que par ailleurs nous réclamons sur tous les tons et dans tout un tas de domaines, avec Parlement et citoyens, avec tout ce qu'on voit circuler en ce moment sur cette idée que les citoyens doivent être directement associés à l'élaboration de la loi, à l'élaboration des politiques publiques. On tâtonne, on est en phase d'expérimentation. Je suis vraiment convaincu qu'il faut faut faire preuve d'audace et il faut y aller. Tout ça suppose un peu de prise de risque de la part des uns et des autres, mais c'est vraiment le moment d'y aller. On a une fenêtre là qui est, je crois, assez favorable à ce qu'on s'empare de ces outils. Oui, un petit mot rapide peut-être sur des aspects qu'on a évoqués aussi dans cet atelier sur les plateformes numériques et qui me semblent importants, c'est qu'au-delà de l'outil et de la manière dont l'outil peut permettre d'établir des relations entre, on va dire, une offre de bénévolat et des besoins qui existent dans la société, c'est les questions que ça pose en termes de mutation des métiers de l'accompagnement à l'animation à la fois. Donc il y a des métiers spécifiques ou des activités spécifiques à l'animation de ces plateformes qui émergent à mesure qu'on les met en œuvre. Et il y a également des modifications éventuelles des métiers qui existent déjà dans le champ de l'accompagnement à la vie associative, à la création associative. Comment on accueille des bénévoles qui, sur une plateforme,
à un moment donné, peuvent donner 2 heures de leur temps une fois dans le mois par rapport à la manière dont on les accueillerait s'ils avaient cette même proposition en poussant la porte de l'association. C'est des questions qui peuvent interroger la manière de faire vivre en tant que salarié d'une association le travail de la dynamique associative d'entretien du bénévolat. Donc c'est une question qui est ressortie de la table ronde et que je trouve est intéressante de rappeler ici pour ceux qui n'y étaient pas. Merci. Juste 2 mots au-delà des questions de plateforme numérique sur le numérique dans les associations et ces nouveaux outils, donc pas forcément d'intermédiation. On a dit ce matin dans le bénévolat que le bénévolat, c'est la sociabilité, c'est la relation, etc. Je pense qu'effectivement, il faut s'emparer de ces outils parce que ce sont des outils qui permettent à certains de participer alors qu'ils ne pourraient peut-être pas le faire autrement. Mais il faut toujours maîtriser ces outils. Je pense que c'est ça. On ne peut pas. Enfin, je vois mal. Pour moi, c'est complètement antinomique. La vie associative est complètement désincarnée, quoi. Et donc, je pense que c'est effectivement un outil qui doit être au service, mais qui doit être complètement maîtrisé. Ça veut dire aussi que il faut accompagner certains. On a fait un petit rapport au Conseil à la vie associative sur l'utilisation des outils numériques dans les associations et notamment la question éventuellement du vote par le biais d'Internet. Et on constate effectivement dans les questionnaires, ça ne pose pas forcément beaucoup de difficultés aux associations. Ça dépend, je dirais, des bénévoles qui sont investis dans l'association et notamment de la maîtrise ou non des outils numériques. Parce que du coup, avec ces outils-là, on peut aussi bien ouvrir à d'autres que fermer à certains. Donc, je pense que c'est une question de maîtrise des outils et de leur utilisation qui est importante. On a un petit souci, on n'a que 2 micros, donc c'est un peu compliqué. En tout cas, effectivement, c'est bien de le dire et de se le redire, c'est effectivement que l'outil numérique doit rester un outil maîtrisé, mais qui permet effectivement à un moment donné de revivifier les formes d'engagement, la démocratie également, mais en tout cas qui doit rester un outil. Hein. Bien, mais écoutez, on en est maintenant au quatrième atelier qui avait trait à l'engagement des profils aujourd'hui éloignés. C'est Alain Détol donc, qui va nous faire la restitution de l'atelier et avec l'ouverture, si possible, sur une question. Et avec l'ouverture sur une question. Alors c'est vrai que cet atelier était très intéressant dans la mesure où il illustre très bien les nouvelles formes d'engagement, puisque en fait, il répond à la question du regard que les associations portent sur les personnes, en passant d'un regard qui peut être porté simplement par rapport à une déficience de ces personnes, alors déficience physique, déficience culturelle ou déficience économique, et donc changer de regard pour en faire un regard qui est un regard de respect, qui est un regard de curiosité, pour reprendre les termes que j'avais employés précédemment, qui est un regard de bienveillance et de solidarité. C'est-à-dire qu'en fait, les expériences qui nous ont été décrites sont des expériences de remise dans le circuit de la citoyenneté de personnes qui en sont écartées. Donc ces expériences en fait, qui nous ont été présentées nous venaient de Mulhouse, de Quimper et de Paris. Un aspect intéressant sur lequel je reviendrai, c'est qu'elles ont été présentées par 3 personnes qui sont en fait soit salariées, soit fonctionnaires territoriales. Ça n'était pas des bénévoles qui présentaient les choses. Et elles nous présentaient les choses, en fait, ces expériences, parce que si c'était des salariés, des techniciens donc, qui présentaient les choses, c'est qu'en fait, on est face à des problèmes qui sont finalement très complexes à gérer.
La première complexité, c'est qu'il faut arriver à travailler avec l'ensemble des interlocuteurs qui sont concernés à une mise à plat de l'ensemble des visions que peuvent avoir les uns ou les autres, des idées reçues que peuvent avoir les uns ou les autres sur, d'une part, les différentes déficiences, qui ne sont que en fait des déficiences ponctuelles par rapport à une situation donnée, mais qui ne représentent pas les potentialités, les capacités, la valeur des personnes concernées. Et ça, c'est quand même très difficile à faire passer auprès notamment d'un certain nombre d'associations, mais aussi un certain nombre d'institutions. Et puis d'autre part, dans l'autre sens, il faut aussi que les personnes susceptibles d'intégrer la vie associative, d'intégrer un engagement, connaissent, comprennent mieux ce que sont les associations. Et de ce point de vue-là, il y a donc un très très gros travail en amont de sensibilisation, de discussion, d'organisation, qui nécessite de toute façon des investissements importants de la part des associations qui vont se lancer dans cette tâche. Après, il y a tout un travail, une fois que les conditions sont réunies, il y a tout un travail qui va être en fait un travail d'accompagnement des personnes concernées. Et ce travail d'accompagnement des personnes concernées, c'est un travail qui demande d'une part de bien discuter, de bien connaître, de bien approcher les besoins, les désirs, les envies et les problèmes qui peuvent se poser aux personnes concernées, et puis d'autre part de leur proposer des choses qui soient précises. Il ne s'agit pas non plus de les lâcher dans un flou, il s'agit dans un flou d'action, il s'agit de leur proposer des actions qui soient suffisamment cadrées pour ne pas les désorienter quand ils seront dans la situation de mise en œuvre et de mise en acte de l'action. Et c'est peut-être le point principal, en fait, par rapport à ça. Ces techniciens qui interviennent, ils interviennent un peu comme des maïoticiens, c'est-à-dire qu'ils sont là au départ, ou des catalyseurs, ils sont là au départ, ils vont permettre que les personnes qui sont loin de l'engagement puissent rentrer en contact avec des associations. Ils vont les accompagner, ils vont s'assurer que les choses se passent bien, ils vont évaluer la manière dont ils se passent, mais au bout, ils vont se retirer et en théorie, il y aura des personnes qui auront retrouvé une certaine forme d'autonomie par rapport à l'engagement et par rapport à l'engagement vis-à-vis des associations grâce au travail qu'ils auront fait. Mais ce qu'on peut constater là, de ce point de vue-là, c'est que ce travail, c'est un travail technique qui demande des compétences, qui demande des moyens financiers qu'on trouve plus ou moins facilement suivant les catégories de population auxquelles on a affaire. Il est plus facile de trouver des financements quand on parle de déficience physique que quand on parle de déficience culturelle, c'est-à-dire quand on s'adresse à des personnes qui sont issues des CADA ou des déboutés des CADA, etc. Donc c'est vrai que là aussi, il y a des nuances à poser. Donc c'est vrai que le point principal sur lequel on peut vraiment appuyer, c'est qu'un parcours pour aider les personnes qui sont dans ces situations, dans ces difficultés, nécessite beaucoup de précision, beaucoup de clarté, beaucoup de dialogue et beaucoup d'aller-retour et beaucoup de respect des personnes en question. Et puis la question qui reste posée quand même, puisque n'ont été abordées globalement, faute de temps aussi, mais quand même globalement, que des investissements de personnes sur des activités plus ou moins ponctuelles, ou des activités à plus long terme, des investissements à plus long terme, mais jamais l'insertion de ces personnes dans des activités qui relèveraient de la gouvernance des associations elles-mêmes. On se retrouve un peu avec le même problème qu'il y avait avec les jeunes, c'est-à-dire que reste quand même un gros problème, une grosse question sur la manière d'intégrer ces personnes aux gouvernances des différentes associations. Merci Alain.
Des réactions peut-être? Oui, je pense que cette question des populations ou des personnes éloignées des associations et de l'engagement, pour moi, elle est fondamentale pour les associations, pour aujourd'hui et pour demain. Je suis toujours un peu... Les études sociologiques sur les profils des bénévoles montrent que finalement, depuis des décennies, les choses évoluent peu. Ce sont toujours des personnes diplômées, des personnes appartenant aux catégories moyennes ou supérieures qui sont engagées dans les associations. Je pense qu'on peut s'interroger là-dessus. On peut s'interroger avec ce qu'on vient de dire là depuis le début de la table ronde, sur justement la volonté des personnes de s'engager, d'être acteurs, d'être des citoyens, etc. Je pense qu'effectivement, c'est pour moi un défi que les associations doivent se donner dans les années qui viennent, de se dire comment effectivement on ouvre vraiment les associations à l'engagement pour tous, quoi. Qu'est-ce que ça veut dire d'être ouvert? Alors, dans l'atelier, puisque j'étais dans cet atelier-là, on a parlé effectivement des handicapés, des personnes, des migrants, tout ça. Je pense que même les personnes qui, pour des raisons diverses et variées, ont un capital culturel moins important, souvent se sentent un peu exclus. Parce que, moi j'ai eu des discussions avec des représentants d'associations et surtout avec des gens qui observent un peu, disent certains vont aller dans un conseil d'administration, vont écouter ce qui se passe, ils vont dire mais c'est pas pour moi, je comprends pas ce discours-là, je comprends pas ce qui est dit, et donc moi j'ai pas envie de m'engager là. Donc, je pense que c'est une vraie interrogation. Ça relève encore une fois de l'accueil, de la gouvernance, et pour moi c'est quand même je vais dire là aussi, quoi. Si on dit les associations sont des écoles de démocratie, on le dit peut-être moins, j'en sais rien, mais à un moment c'était vraiment un grand leitmotiv. Mais si tout le monde ne peut pas se sentir accueilli ou essayer d'être engagé dans une association, je pense qu'il y a une difficulté. Pour moi, c'est un élément important. Mais vous l'avez dit tout à l'heure, c'est un peu de même nature que les jeunes. C'est pas la même chose, je pense, mais ça procède un peu des mêmes réflexions pour moi. Moi, je voudrais juste évoquer une expérience en cours, qui est une expérience extrêmement probante. C'est celle menée par l'Association des enfants du Canal avec les jeunes des bidonvilles Roms, l'opération Rome Civique. Donc les enfants du Canal a proposé à des jeunes issus de la communauté rome de venir en service civique, et leur mission de service civique, c'est d'être des médiateurs entre leur communauté et puis les institutions, l'école, la sécu, l'administration, l'État, etc. La rapidité avec laquelle ces jeunes gens, ceux qui sont confrontés à la question des camps de Roms, des communautés de Roms, etc., savent combien cette question est extraordinairement difficile et où les bons sentiments ne suffisent pas, ni les mauvais d'ailleurs. Eh bien, c'est très spectaculaire de voir comment, grâce aussi au savoir-faire de Christophe Louis, qui est l'animateur des Enfants du Canal, de voir comment l'effort fait pour mettre ces jeunes gens, ces jeunes filles en position de responsabilité, les amène à toute allure en position de leadership dans leur communauté et crée de la reconnaissance mutuelle des uns par les autres. Je devrais être à l'heure qu'il est à la remise de Légion d'honneur à Alain Rochon, qui est le président de l'Association des paralysés de France. Je l'ai rencontré il y a quelque temps pour parler avec lui du service civique pour les personnes en situation de handicap. Et ce qu'il m'a dit me permet d'ajouter une couche de complexité à celles qui ont été signalées par Alain tout à l'heure. Le premier obstacle à franchir, et Chantal l'a évoqué, le premier obstacle à franchir, c'est de convaincre ces publics, ces personnes, quelles qu'elles soient, quelles que soient leurs difficultés, leur handicap, que la société est aussi faite pour elles. Et ça demande en effet du volontarisme, de la bienveillance, de la conviction chevillée au corps. Mais si on arrive à franchir ce premier seuil,
Après, on a un tas d'emmerdements, de détails, de technicité, de problèmes d'accessibilité, de tout ce que tu veux, c'est vrai. Mais si on arrive à franchir ce premier seuil, et si on a vraiment envie d'y arriver, les résultats sont toujours extrêmement gratifiants pour tout le monde. Hein. C'est-à-dire que voilà, si on réussit ça, si on réussit l'engagement de ces publics qui sont porteurs de difficultés particulières, chacun s'en ressent infiniment grandi. Oui, je suis complètement d'accord avec ce que vous avez dit l'un et l'autre. Et j'ai eu l'occasion aussi de constater dans des expériences associatives passées la puissance d'une émancipation par l'implication associative pour des gens qui étaient a priori plutôt éloignés de ces processus d'engagement. Et en même temps, je voudrais juste rappeler, peut-être en lien avec ce qu'on se disait ce matin et en lien avec ce qu'on peut savoir de l'évolution qu'ont pu avoir, par exemple, les politiques publiques pendant 20 ou 30 ans sur les questions de chômage, d'activation, d'autonomie, etc. C'est-à-dire qu'il faut qu'on ait cet objectif en ayant en permanence en tête, de mon point de vue, le fait que l'engagement, c'est un processus et c'est pas un état. C'est-à-dire qu'on n'est pas... il n'y a pas des profils éloignés de l'engagement qui seraient à un moment donné engagés. On est engagé dans un processus qui est en permanent renouvellement, et c'est la difficulté qu'on a aujourd'hui parfois eu à nommer certaines difficultés ou certains enjeux qui sont devant nous, parce que les mutations sont en permanence, et en plus elles s'accélèrent avec les questions numériques, avec l'internationalisation de certaines questions. Et donc il me semble que se dire que c'est en permanence un processus, ça évitera de tomber dans ce qui a été peut-être dénoncé ensuite dans des travaux de sociologie, de sciences politiques, par rapport au traitement, y compris dans les politiques publiques et dans son accompagnement associatif du chômage, qui était le risque de tomber dans une injonction à l'autonomie, qui a été plusieurs fois dénoncée depuis une quinzaine d'années dans une série de travaux très, très différents d'ailleurs. Il faudrait qu'on arrive à accompagner vers un accompagnement émancipateur, mais qui soit articulé au projet associatif et qui ne nous fasse pas tomber dans une logique d'injonction à l'engagement, comme si engagé devait être un état qu'il fallait obtenir pour être un citoyen accompli. L'engagement est une étape sans arrêt réactivé en quelque sorte dans le renouvellement lui-même du projet associatif. Et je pense que c'est important de se le dire et d'en avoir conscience. C'est la condition à laquelle les lieux que peut animer une association, un collectif, une communauté, c'est à cette condition-là que ces lieux restent instituants, c'est-à-dire qu'ils permettent à un individu de se sortir, de s'extirper d'une certaine manière de sa condition, de ses difficultés, et non pas conformant ou réglementaire. Donc il faut en permanence avoir cette préoccupation en tête, de mon point de vue. Eh bien, merci. Je vous propose en fait peut-être de vous donner peut-être la parole pour vraiment la conclusion de la journée, pas de l'atelier, mais vraiment de la journée, pour donner peut-être sur d'autres éléments que vous auriez souhaité rajouter. Et donc, je vais laisser déjà tout de suite la parole à Yannick Blanc. On est à un moment où il faut se saisir des choses. Depuis que je suis engagé dans la vie associative et dans la vie publique, je n'ai jamais ressenti à ce point que la situation était ductile. On a accumulé des fragilités, on a accumulé des inquiétudes. On a eu au cours de cette campagne présidentielle de très grosses inquiétudes par rapport aux valeurs que nous partageons. Il y a des craquements absolument énormes qui se font sentir dans notre société. On a ressenti des craquements en 2015 au moment des attentats. On vient d'assister à l'effondrement total d'un paysage politique. Donc c'est des signaux il y a des mouvements de fond, des plaques tectoniques sont en train de bouger là. Alors, il n'est pas facile de formuler en quelques phrases brillantes le sens de tout ça. On a besoin de le construire ensemble,
ce que je crois il faut porter comme message auprès de tous les acteurs associatifs, c'est que ce moment est extraordinairement favorable à ce qu'ils se saisissent des questions qui sont pour elles essentielles. Jamais les citoyens n'ont été aussi disponibles à l'initiative et à l'innovation. On le voit partout. Jamais ceux qui détiennent le pouvoir n'ont été aussi fragilisés dans leur position de pouvoir. Et donc c'est un moment plein de dangers, un moment de risque, à l'évidence, parce qu'on sort de ses habitudes, parce que les trucs qu'on croyait solides se cassent la figure, parce que voilà, rien ne se passe comme prévu. Rien ne se passe comme prévu. C'est plus que jamais l'occasion de saisir les choses. J'entends trop souvent, par rapport à des phénomènes de transformation, par rapport à des innovations, j'entends trop souvent des discours de prudence. Et c'est d'ailleurs un reproche que je fais souvent aux avis rendus par le HCVA, mais c'est sa nature institutionnelle de fonctionner comme ça. C'est d'être... oui, c'est intéressant, mais attention, l'avis sur l'entrepreneuriat social m'a profondément hérissé, parce qu'il dit plein de choses justes, l'analyse est documentée, ils travaillent sérieusement, ces gens-là, c'est pas la question. Mais la philosophie générale, c'est bon d'accord, mais attention, non, c'est pas ça. Là, on est au moment où il faut être proactif et réactif. Il y a des choses, des transformations dont les conséquences sont imprévisibles, qui sont en train de se passer. Il faut être présent dessus. Le propre du mouvement associatif, du fait associatif, c'est la capacité d'initiative, c'est la liberté donnée de la capacité d'initiative. Donnons vraiment le maximum à cette liberté. Et vous qui êtes je dirais à la fois des sachants, des intermédiaires, des animateurs, des médiateurs de la vie associative, je ne saurais trop vous encourager à promouvoir et à soutenir l'audace partout où elle se manifeste. Oui, c'est effectivement. Ouais, je pense que ça vaut. Vous savez comme moi que les associations, la population fait grande confiance aux associations, bien plus qu'aux partis politiques, aux élus, etc. Et du coup, pour moi, cette confiance-là, elle oblige. Je pense que c'est ça qui est important, c'est de se dire qu'effectivement, pour ne pas décevoir, il faut effectivement que l'association aille de l'avant. Et moi, c'est la deuxième fois que je participe à une manifestation de cette nature là, du réseau des maisons d'association. Je suis toujours assez, non pas surprise, parce que je le savais, mais c'est toujours intéressant de voir la variété des activités que vous pouvez porter et finalement, j'allais dire, le réseau fertile que vous représentez. Du coup, par rapport à ce qu'on vient de dire sur le rôle des associations, sur de quoi il faut s'emparer, pourquoi effectivement il faut permettre au plus grand nombre d'être présents, d'être acteurs, je pense que vous êtes là sur le terrain et c'est effectivement comme ça que le monde associatif doit vivre, doit évoluer, doit progresser. Et je pense que vous avez effectivement, grâce aux maisons d'association, un réseau formidable qu'il faut continuer à faire vivre et surtout à vous pencher sur les questions de fond comme vous le faites. Moi, un dernier mot court, simplement pour dire que toute la journée, j'ai eu l'impression d'entendre en permanence parler du besoin de réseau et en même temps formuler un certain nombre de critiques plus ou moins explicites à des formes de ces réseaux, à la forme fédérative, etc. Donc à la fois, on sent qu'il y a un besoin de faire vivre les réseaux et en même temps un besoin peut-être de reposer à travers la question de la gouvernance associative la modalité par lesquelles ces réseaux fonctionnent, puisqu'il ne s'agit plus, et c'est ce qui nous a été dit à plusieurs reprises dans les ateliers, de regrouper simplement des structures qui sont identiques, mais des groupes d'individus organisés, dont un certain nombre sont dans des formes associatives et d'autres dans des formes plus souples, plus ponctuelles, arrimées à des réalités ou à des modalités d'organisation un peu différentes. Et je trouve que c'est
assez enthousiasmant d'avoir à réfléchir à ça pour animer un réseau national en plein bouillonnement associatif et en même temps renouvellement des pratiques à la fois d'engagement et d'organisation collective. Eh bien, merci. Juste pour conclure, peut-être aussi quelques mots. Les maisons des associations, je le disais ce matin, ont toujours été au carrefour en fait, des évolutions de la société. Et du coup, c'est vrai que tout au long de cette journée, on a bien senti que, pour en reprendre un mot qui a été utilisé tout à l'heure, nous sommes dans une grande période de mutation, j'allais dire d'incertitude, mais ça peut faire peur, effectivement, mais plutôt de mutation, de changement, d'attente, d'aspiration aussi des citoyens à d'autres formes. D'autres formes, on l'a entendu, de gouvernance, de relations, de nouvelles formes politiques sur les territoires au niveau national. C'est peut-être aussi la chance des maisons des associations d'être à cette interface, à l'écoute, mais aussi, on l'a bien vu tout au long de la journée, à proposer, expérimenter sur différents territoires des réponses à toutes ces problématiques, à toutes ces questions. C'est à nous, effectivement, à nous emparer de l'ensemble de ces questions qu'on a pu voir aujourd'hui pour aller plus loin et faire réseau. Faire réseau, c'est bien, à un moment donné aussi, de pouvoir partager ce qui se passe sur les territoires, de pouvoir capitaliser ce qui se passe sur les territoires, de pouvoir également essaimer sur d'autres territoires des bonnes pratiques, des bonnes expériences, d'aller voir aussi, et c'était l'objet de toute cette journée, d'aller voir ce qui se passe aussi dans d'autres réseaux, avec d'autres, j'allais dire, acteurs qui se posent des questions. On a bien senti que ce n'était pas d'ailleurs uniquement... ces questions ne touchaient pas uniquement les questions de la vie associative. On a parlé ce matin encore des entreprises en particulier, de l'engagement salarié. On sent bien que cette question est vraiment très, très prégnante dans la société. Donc à nous, effectivement, à nous saisir peut-être de cette question. Et il y avait peut-être deux propositions que nous aurions pu faire, qui est peut-être d'avoir une réflexion commune sur tout ce qui est autour d'un éveil à la citoyenneté, on va dire, mais parce qu'on a parlé des collèges, des lycées, mais j'allais dire, comme on a de la formation tout au long de la vie, mais un éveil à la citoyenneté tout au long de la vie et dès le plus bas âge, il me semble que c'est une vraie question qui pourrait être aussi un des leviers qui a été évoqué, qui a pu être évoqué aujourd'hui. Donc ça, c'est la première piste peut-être qu'il nous faudra approfondir. On ne sera pas les seuls si on creuse ce sillon, on ne sera pas les seuls à réfléchir dessus. Et puis également, et on l'a peu abordé là tout de suite sur ce tour de table, mais c'est la question de la formation. Je pense en particulier au CFGA, Centre de certificat de formation et la gestion associative, qui lui aussi peut être un des leviers, en tout cas, ou peut-être en faire en tout cas un outil à l'engagement républicain, qui permet aussi à un moment donné à ce que des acteurs, des personnes, des individus, des habitants qui souhaitent s'engager puissent aussi avoir le même niveau d'engagement, d'information, de formation pour arriver dans les associations. Mais il me semble que tout comme on a de la formation premier secours finalement, on puisse avoir aussi un CFGA républicain qui pourrait être un levier. Alors je dis ça parce que du coup ça touche aussi à la question de la formation, formation des bénévoles et de façon plus large des citoyens. C'est une des thématiques que l'on abordera dans nos prochaines rencontres.
qui se dérouleront au mois de décembre à Amiens et qui tournera autour de la question de la formation. Voilà, je vous remercie toutes et tous pour votre attention, pour votre participation, pour votre présence. Je remercie encore une fois, 1000 fois nos 3 intervenants, mais également tous ceux qui ont contribué à cette journée qui a été riche, en tout cas, d'enseignements et d'échanges, de rencontres. Merci à vous tous.